Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Abdellah Ghenifa, votre professeur d'économie et gestion DigiSchool. Donc, bienvenue pour ce nouveau live de correction du bac 2018. Donc, on est ensemble pendant au moins une demi-heure pour corriger l'épreuve de gestion et finance. C'est parti. Donc, vous avez différents dossiers dans cette épreuve de gestion et finance. Vous l'avez très certainement vu dans vos épreuves blanches. Donc, déjà, tout d'abord, dans la première partie, donc, vous avez dans le premier dossier la relation client. On va le reprendre ensemble. Donc, à la suite d'anomalies sur certaines factures liées au paramétrage de la facturation client, M. Montaz, le comptable, procède à des contrôles sur les factures du client Alpi 73. Par ailleurs, le client Alpi 73 nous a retourné 2 sacs à dos du modèle R 40 litres. Donc, la facture V213, vous avez en annexe cette facture-là, qui date du 10 novembre 2017. Donc, annexe 2. Pour un défaut de fermeture, donc vous disposez des 4 annexes pour traiter ce dossier. Donc on va commencer par les premières questions. Contrôle de la facturation client. Vous avez comme travail à faire, première question, vérifier que les conditions de vente ont été correctement appliquées au client Alpi 73 boutique. C'est un client boutique, on va voir ça en détail. Pour les 2 factures établies en novembre. Justifiez votre réponse. Donc on regarde l'annexe 1. Dans l'annexe 1, vous avez des conditions de vente. Donc en fonction du type de client, il y a 2 types de clients, grande distribution spécialisée, boutique. Vous remarquerez que les montants des remises sont supérieurs parce que les grands distributeurs commandent des quantités qui sont beaucoup plus importantes, donc ils bénéficient de conditions qui sont plus avantageuses. Pour les boutiques, les montants de commandes sont sur des chiffres d'affaires un peu plus réduits, donc en dessous de 1 000 €, il n'y a pas de remise, au-dessus de 1 000 € ou un montant égal à 1 000 €, on a une remise de 2 %. Les frais de port sont offerts à partir du moment où on dépasse 1 000 €, en dessous, on a une facturation des frais de port à hauteur de 50 €. Et enfin, pour les conditions de paiement, pour la boutique, le délai qui est accordé est de 30 jours. Pour la grande distribution, on est à 60 jours. On regarde en détail les 2 factures qui figurent en annexe 2. Donc, si vous avez votre sujet sous les yeux, regardez. Donc, pour la première facture, on est bien. Donc, on regarde d'abord les conditions de paiement. On est bien sur un règlement à chaque fois sous 30 jours. Donc, c'est bon. En ce qui concerne les frais de port, pour la première, le montant est supérieur à 1 000 €. Donc, on a des frais de port, transport à 0 qui sont offerts. Pour la deuxième partie, vous remarquez bien qu'on est en dessous de 1 000 € et on a une facturation des frais de transport à 50. En revanche, là où ça bloque, c'est en ce qui concerne la remise. Elle est appliquée pour la première partie et c'est normal puisqu'on est sur un montant qui dépasse 1 000 €. En revanche, en ce qui concerne la deuxième partie, on voit que pour la facture du 15 novembre, la remise est appliquée alors que le montant n'exigeait pas forcément l'application d'une remise. Donc voilà ce qu'il en était pour cette première question. On vous dit ensuite de présenter le corps de la facture d'avoir numéro AV213 sans l'entête, envoyé le 29 novembre au client Alpi 73. Donc, quand on vous dit sans l'entête, ça veut dire que vous ne devez pas présenter la partie supérieure avec l'identification du fournisseur, du client, etc. Donc, ce qu'il faut présenter, c'est la désignation. Vous avez donc en désignation sac à dos de 40 litres, indiquer la quantité, parce que ce sont 2 sacs à dos qui sont retournés. Donc, on a en quantité 2. Pour le prix unitaire, pour vous aider, vous vous référez à l'annexe 2. Vous avez sac à dos R 40 litres, vous avez le prix unitaire à 46 €. Donc, x2, ça fait 92. On est sur un brut hors taxe de 92 €. On applique la remise de 2 %. Donc, on fait x 0,98, ça va plus vite. Donc, on a une remise d'1,84 €. Quand vous faites ça, ça vous fait un net commercial à 90,16 €. Vous appliquez ensuite la TVA et ça vous donne donc un montant de 108,19 €, ce qui correspond justement à ce que vous avez sur l'annexe qui est normalement en page 8 sur 11, donc l'annexe 3, avoir du 20 novembre, donc 108,19 €. Donc voilà en ce qui concerne l'avoir, donc c'est ce qui correspond à la question 2. On vous dit ensuite de présenter l'écriture de la facture d'avoir AV213 générée par le logiciel de gestion intégré dans le journal des ventes. Vous savez que quand on est sur des factures de doigts, justement, on va débiter le compte client et on va créditer le compte vente qui est un compte de la classe 7. Pour la facture d'avoir, en fait, la facture d'avoir, comme il est impossible, on va dire, d'annuler une facture, on est obligé d'en émettre une nouvelle qui va, entre guillemets, annuler, effacer, entre guillemets, la facture précédente. Donc, c'est ce qui va se passer, donc vous inversez. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez être en débit donc, du compte de 701, vente de produits finis. Ensuite, vous allez enregistrer la TVA dans un compte donc 44 571. Donc pour la TVA collectée, donc vous mettez le montant précédent. Donc on est à 90,16 pour la vente en débit.
18,03 pour la TVA en 44 571. Et enfin, en crédit, vous allez donc en compte client identifier votre compte client 411 avec Alpi 73 par exemple plus précisément. Donc 400, on pourrait faire par exemple 411 Alpi ou 411 001 en mettant en référence Alpi pour ce client-là. Pour justement donc au crédit 108,19. Voilà pour la troisième question. On vous demandait d'indiquer l'intérêt donc des comptes annuels, des comptes individuels pour chacun des clients. Alors justement, ce qui va être intéressant quand on a affaire à un certain nombre de clients, certains clients vont régler en temps et en heure, d'autres vont avoir peut-être des retards, des difficultés dans le paiement. Donc pour mieux les suivre, c'est assez intéressant de les individualiser. Ça va permettre d'avoir une meilleure traçabilité en ce qui concerne le règlement des factures et de mieux suivre les factures. Et ça va pouvoir permettre de contrôler plus facilement. Donc voilà pour la question 4, donc du contrôle de la facturation client. Alors, à la suite, donc on a le suivi des créances clients en grand B. Donc on vous dit le client Alpi73 a récemment fait part de difficultés de trésorerie. Donc on vous demandait en première question d'indiquer vos conclusions quant au respect des délais de règlement par le client Alpi73. Donc on remarque que normalement le client Alpi73 est censé régler sa facture au bout de 30 jours. Si vous regardez bien l'annexe qui vous est fournie, donc en annexe 3, je vais essayer de m'y retrouver, il y a beaucoup de documents. Donc en annexe 3, si vous remarquez bien, alors si vous remarquez bien en annexe 3, vous avez une date de facturation qui correspond donc vous avez une date de facturation là pour les factures que vous avez en annexe. Donc 10 novembre et 15 novembre, si on remonte sur la facture du 3 août, on remarque qu'elle a été réglée donc le 3 octobre. Donc ça fait un peu plus que 30 jours. Donc elle aurait dû être réglée plus tôt. Idem pour la facture du 22 août qui aurait dû être réglée normalement le 22 septembre, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit qu'elle n'a toujours pas été réglée. Donc il y a véritablement un problème. Donc il n'y a pas de respect du délai de règlement qui est fourni au client, ce qui est assez embêtant puisque l'entreprise a besoin de liquidité de la part de ses clients pour elle-même payer ses factures fournisseurs. Ensuite, on vous demandait d'indiquer les avantages que peut apporter en question de avantages que peut apporter un logiciel comptable performant pour le suivi des clients qui ne respectent pas les délais de règlement. Alors, donc les avantages, c'est que ça va permettre surtout un gain de temps, une visualisation qui va être plus rapide de toutes les créances douteuses. Ça va permettre surtout de sécuriser et de fiabiliser les données et de pouvoir changer des données lorsqu'un client douteux, par exemple, va rembourser une partie de sa facture. Ça va surtout simplifier, c'est-à-dire que le gain de temps va être très intéressant dans ce cas de figure. Donc c'est ce que vous pouviez éventuellement avancer pour cette question. Ensuite, question 3, on vous demandait d'expliquer la reprise de la dépréciation pour le client Delaunay au 31 décembre 2017. Donc on va se reporter à l'annexe. Donc vous aviez pour le client Delaunay la reprise. Donc on vous dit créance TTC au 31 décembre 2016, 2152,80, dépréciation au 31 décembre 2016, 1260, et on reprend, si vous voulez, les 1260. Le client ne versera plus rien, la créance doit être considérée comme perdue. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la dépréciation est un risque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le client est considéré comme douteux, ça veut dire qu'il risque de ne pas payer une partie de sa facture. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il peut la régler en partie ou en totalité. Donc c'est un risque. À partir du moment où le risque s'avère réel, c'est-à-dire le client ne payera plus, dans ce cas-là, il faut qu'on sorte, donc on sorte la dépréciation donc, du compte de client douteux. Donc c'est une reprise. On est obligé de la reprendre et la passer cette fois-ci en créance irrécouvrable. Ça veut dire qu'on ne récupérera plus cet argent-là et que c'est une perte. Ensuite, on vous demandait en question 4 de justifier le montant des dépréciations au 31 décembre 2017 et des dotations pour les clients Intrasport et Pyrénées Club. Toujours la même annexe, donc on reprend l'annexe 4 suivi des clients douteux. Donc vous avez Intrasport et donc Pyrénées Club. On regarde pour Intrasport, donc on était à 1554,80, on avait une dépréciation donc de 260 et le client a réglé déjà 594,80 €. Donc voilà pour le client, donc c'est pour Intrasport. Oui, donc Pyrénées Club,
Attendez, donc pour Intrasport, on était à 1554,80. Donc il y a déjà 514,80 qui ont été réglés. Donc, il nous reste 960. On sait qu'on aura déjà la moitié, donc 400 qui vont être payés. Donc ça veut dire qu'il reste 400 qui ne seront certainement pas payés. Sauf que vous avez remarqué qu'on a déjà déprécié à hauteur de 260. C'est-à-dire qu'on pensait que seulement 260 € de la facture n'allait pas être réglée. Et comme on n'est plus à 260 mais à 400, il faut ajouter 140. C'est pour ça qu'en dotation, vous avez 140. Donc si vous faites 260 plus 140, ça fait 400. Et ça correspond bien donc à l'explication par rapport à ce client-là, Intrasport. Alors ensuite, pour la question 5, passez au journal des opérations diverses, toutes les écritures d'inventaire relatives aux créances clients et aux dépréciations. Donc, alors, ce qu'il faut faire, je reprends mes écritures. Hop, 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 hop. Alors, je reprends mes écritures et ce qu'il en est. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez passer donc, les dépréciations donc, en client douteux. Donc, vous avez 2000, si je ne dis pas de bêtises, des écritures relatives aux clients et aux dépréciations. Alors, vous avez normalement pour 2700, voilà, 2170,54. Donc, vous avez pour 2170,54. Donc, ça, vous le passez au débit. Donc, on compte 416 clients douteux. Donc, vous passez au débit le montant 2170,54. Au crédit, vous mettez en compte 411 le client Pyrénées. Ensuite, vous allez donc ça, c'est pour faire passer donc, ce client-là en client douteux. D'accord? On fait passer l'intégralité de la facture en client douteux. Ensuite, on va enregistrer de manière comptable les dépréciations. On a une première dépréciation, c'est alors, dépréciation en 491 au débit, donc vous faites la somme. Vous faites la somme des dotations. Vous avez 140 plus 723,51. Donc on augmente, il y a plus de risques. Donc vous faites la somme, ça fait 863,51. Donc vous passez au débit en compte 68,17 dotation dépréciation d'actifs. Donc vous faites 723,51 plus 140, donc ça fait 863,51. Et vous passez ensuite en crédit en compte 491 dépréciation compte client. Donc pour la dépréciation. Ensuite, on a enregistré, donc on a passé une facture en dépréciation, donc on l'a passé en client douteuse. Donc on n'est plus sur une facture classique en 411 compte client, mais on est sur une facture douteuse. Donc en fait, on bascule du compte 411 au compte 416 parce que ce n'est pas une créance qui va être réglée dans sa totalité. Donc ensuite, on enregistre les dépréciations, ce qu'on vient de faire. Maintenant, il va falloir enregistrer en deux temps la reprise de la créance qui ne sera plus réglée pour ensuite la passer en créance irrécouvrable. Donc on va la reprendre. Débit 491, dépréciation compte client pour 1260. Au crédit, reprise sur provision, donc en 78,17, toujours pour le même montant, c'est-à-dire qu'on va récupérer ce montant-là qui était dans le compte client douteux. Et cette fois-ci, on va passer l'ensemble, donc l'ensemble de la facture, 1794. On va passer donc en compte 654, perte sur créance au débit, donc perte sur créance irrécouvrable, 1794 €. La TVA également à décaisser en compte 44 551 pour le montant qui figure dans l'annexe 4, 358,80. Et on passe au crédit en client douteux, donc 2152,80. Le but étant, c'est grâce à cette opération au crédit, en fait, on fait sortir cette facture-là du compte client douteux pour la passer en fait en compte créance irrécouvrable. Voilà pour les écritures qui devaient être nécessaires. Pour la question, on en était donc à la question 5. Ensuite, on vous demandait en question 6, indiquer l'impact de la dotation pour dépréciation des clients Intrasport et Pyrénées Club sur le résultat 2017 de Galopaz. Donc ça a pour effet, si vous voulez, d'augmenter les charges et ça va donc diminuer le bénéfice de la société. Voilà ce que ça a pour impact, donc la dépréciation. Ensuite, dossier 2,
les coûts et le prix de vente. Donc on vous dit que l'entreprise fabrique 2 modèles de sac à dos porte-bébé, donc un modèle pratique, un modèle confort. Vous disposez de l'annexe 5 pour traiter le dossier. Donc on vous présente le prix de sac à dos concurrent. Donc vous avez Loufamou qui a un prix à 175,80 €, Doigté à 211,90 € et Podo à 180,50 €. Donc vous avez l'annexe 5, il faut arrondir les calculs à 2 décimales. Alors, on va reprendre donc cette annexe. Hop, ça j'en ai pas besoin. Du coup, annexe 5, ça non plus. Alors, annexe 5. Hop. Alors, excusez-moi un instant. J'ai un peu des annexes. Voilà. Alors, je reprends mes questions. Donc, on vous dit, première question pour le dossier 2. Expliquez l'intérêt pour Galopaz de mettre en place une comptabilité de gestion pour les 2 modèles de sac. Alors, c'est intéressant parce que ça va permettre de suivre chaque modèle. Le but, c'est vraiment de rester le plus compétitif possible pour chaque modèle. Et ça va permettre surtout, parce que ce sont des modèles différents, ça va permettre de mettre en place des actions qui vont être correctrices plus rapidement puisque chaque modèle va être suivi individuellement. Donc, on pourra savoir ce qui ne va pas en ce qui concerne chaque modèle en termes de coût. Donc, c'est plus intéressant. Alors, c'est ce que vous pouviez avancer comme argument. On vous dit en deuxième question, indiquer l'utilité du tableau de répartition des charges indirectes dans le calcul des coûts. Alors, il faut savoir qu'on a d'un côté des charges directes, donc qui peuvent être affectées directement au produit, et on a de l'autre des charges indirectes, donc des charges qui sont supportées par l'ensemble des produits que va fabriquer l'entreprise. Le problème des charges indirectes, c'est qu'elles ne peuvent pas se calculer précisément, parce que l'entreprise ne connaît pas directement l'impact de ces charges sur les différents services, la production, la comptabilité, etc. Donc, pour chaque centre de responsabilité, on va avoir un pourcentage des charges qui va être évalué. Et donc, en fait, les charges indirectes ne sont pas forcément directement liées à la fabrication du produit, mais elles permettent malgré tout à l'entreprise de réaliser le bien ou le service concerné. Ensuite, donc dans le tableau 3, dans la question 3, on vous disait, dans le tableau de répartition, des charges indirectes, justifiées par le calcul, l'assiette de frais du centre approvisionnement donc de 180 000 et le coût de l'unité d'œuvre du centre atelier donc, qui est de 24. Donc, par rapport au tableau, donc on vous disait, donc si vous faisiez, donc pour les 180 000 que vous aviez, donc un approvisionnement nombre d'unités d'œuvre ou assiette de frais, donc vous avez 180 000 dans l'annexe 5. Donc pour trouver 180 000, vous prenez le montant qui figure donc aux entrées, donc vous faites total coût d'achat des matières premières moins le total des charges indirectes après répartition secondaire du centre approvisionnement. Donc vous prenez en entrée les 184 800, d'accord. Vous ajoutez ensuite les 39 960, donc 184 800, c'est fiche de stock des matières premières toiles. Hein. Ensuite, vous ajoutez les 36 960 qui correspond, si vous voulez, au tube. Et vous enlevez 41 000, il faut que je le retrouve. Où est-ce que je l'ai? Voilà. Totaux après répartition secondaire, vous enlevez donc les 41 000 qui figurent dans le tableau de répartition 760 et ça fait normalement 180 000. Donc je reprends. Entrée 184 800 plus 36 960 que vous avez dans la partie tube en total, coût d'achat des matières premières, et vous enlevez les 41 760. Ça vous donne donc 180 000. Pour le centre atelier, pour calculer justement les 24 €, vous avez, regardez, l'unité d'œuvre, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. Vous avez en total 247 200. Donc, ça représente pour un total de 47 200 €. Il y a 10 300 unités d'œuvre. Donc, ça correspond à 10 300 heures. Donc, il faut faire 247 200 divisé par 10 300 et ça vous donne le coût de 24 € qui correspond au coût horaire en fait, de la main-d'œuvre. Voilà donc pour cette question-là, la question 3. Alors, on vous disait de justifier le choix de l'unité d'œuvre du centre atelier. Alors, quelle est l'unité d'œuvre en question? C'est des heures de main-d'œuvre directe. Alors, on fabrique des sacs à dos. Donc, la main-d'œuvre directe correspond aux heures productives normales, c'est-à-dire une production aux heures de travail normales des salariés. Donc, ça va être par exemple les heures des salaires des personnes qui utilisent les machines. Donc, c'est pour ça que c'est pertinent dans ce cas de figure d'utiliser cette unité d'œuvre. Si vous aviez par exemple un four, on aurait une autre unité d'œuvre.
Voilà, tout dépend ensuite de l'activité concernée et du matériel utilisé. Donc ça, c'est ce que vous pouviez avancer pour la question 4. Ensuite, question 5, on vous demandait de justifier dans le compte de stock de toile la valorisation des entrées et la valorisation des sorties. Donc les entrées vont correspondre au total des achats de matières premières. Les sorties, en fait, on est au niveau du prix unitaire total. Donc il faut calculer le coût unitaire moyen pondéré pour les sorties. Donc vous avez 75. Pour trouver 75, vous ajoutez les montants en valeur divisé par les quantités. Donc 85 200 plus 184 800 divisé par 1200 plus 2400. Et donc ça vous donne 75. Donc ça, c'était pour la question 5. Ensuite, question 6. Hop. On vous dit question 6, l'entreprise souhaite pratiquer un taux de marge de 30% du coût de revient sur chaque sac à dos porte-bébé confort vendu. Déterminer le prix de vente hors taxe à fixer dans cette hypothèse. Donc vous avez normalement dans le tableau le total, c'est-à-dire que pour ce sac porte-bébé confort, on a un coût à 162,72. Donc pour calculer le prix de vente hors taxe, sachant qu'on doit appliquer une marge de 30%, donc il faut multiplier le coût de revient par 1 par 100, donc plus 30%. Donc en fait, vous faites 162,72 fois 1,3. Et si vous faites ça, normalement, vous tombez sur un chiffre qui est normalement 211,54 €, arrondi plus ou moins, normalement c'est ça. Voilà, donc ça c'est pour le coût de revient. Pour le prix de vente, excusez-moi, le prix de vente hors taxe fixé à partir du coût de revient. On vous demande de comparer ce prix de vente au prix pratiqué par les concurrents. Alors si on regarde bien ce qui nous était indiqué au début, par rapport à ce que pratiquaient les concurrents, je récupère, hop. Vous aviez donc Loufamou qui a fixé son prix à 175,80 €, Doigté à 201,90 € et Podo à 181,50 €. On remarque qu'en proposant un prix qui est de 211,54 €, ben on est au-dessus. On a un prix de vente qui est trop élevé parce que le moins cher étant à 201 €. On est quand même 10 € au-dessus du moins cher, enfin du plus cher. Donc pour ça, il faudrait réduire le prix de vente. Il faut qu'on soit plus compétitif. Le prix est un élément aussi qui est déterminant pour le consommateur, donc on doit essayer de le réduire. Donc soit on va essayer de réduire le coût de revient, on va peut-être sélectionner une toile différente chez un autre fournisseur. Après, ce qui peut être embêtant, c'est qu'éventuellement on pourrait perdre en qualité, ou soit on va essayer de réduire les quantités, ou essayer de voir une politique de marge différente. Parce qu'on est sur 30% de marge, on pourrait éventuellement décider par exemple de passer à 25%. Ça permettrait de réduire le prix de vente et d'avoir un prix de vente qui soit beaucoup plus proche de celui du concurrent direct. Donc ça c'était normalement… attendez, voir, je récupère. Hop. Je suis un peu perdu. C'était pour la question 7. Alors, on va passer maintenant au dossier 3. La situation financière. Donc, M. Montaz a été alerté par la banque. Le plafond autorisé de concours bancaire fixé à 10 000 € a été dépassé. Donc, après consultation du compte en ligne, le comptable constate en effet que les concours bancaires s'élèvent à 11 240 € au 31 décembre 2017. L'entreprise réalise pourtant des bénéfices chaque année. Il décide d'analyser la situation financière de l'entreprise. Donc, on a 3 annexes, les 6, 7 et 8 pour traiter le dossier. Donc, on vous dit d'expliquer l'intérêt pour Galopaz, donc la société Galopaz, d'établir un bilan fonctionnel. Donc, ce qui est intéressant avec le bilan fonctionnel, c'est que le bilan comptable n'est pas forcément présenté de manière idéale pour analyser la situation financière de l'entreprise. Donc, grâce au bilan fonctionnel, on va savoir d'où vient l'argent et à quoi il sert. Comment est financé en fait l'exploitation, court terme, à moins d'1 an, et surtout comment est financé l'investissement, le long terme, à plus d'1 an. Donc ça va permettre de pointer, si vous voulez, plus facilement les difficultés de l'entreprise et de mettre en place des actions qui vont permettre de corriger plus facilement cette situation. Elles vont être plus précises et plus pertinentes. Donc les actions qui vont être mises en place seront beaucoup plus adaptées à la situation. Alors, justement, par rapport à… je reprends mes feuilles. Il y a beaucoup de feuilles dans les sujets de gestion finance. Vous êtes gâtés à ce niveau-là. Donc, on vous demandait de présenter le bilan fonctionnel en vous aidant de l'annexe 7 qui va présenter donc la liste des rubriques. Alors, je vais reprendre tout ça. Donc, pour le
pour le bilan fonctionnel. Alors, je reprends l'annexe 7. Donc, on va récupérer l'annexe 7. Excusez-moi un instant. Annexe 7, donc bilan fonctionnel avec les rubriques à présenter. Je vais reprendre mes questions aussi, comme ça j'aurai tout. Alors, et donc on a besoin donc des annexes 6, 7 et 8. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est pas si simple. J'ai paumé mon annexe. Il y en a un qui nous dit j'ai fait 19 pages. Bah, c'est bien, c'est courageux. Il faut garder l'énergie pour le reste des épreuves. Hein. C'est quand même un peu... Ah, je l'ai retrouvé, donc l'annexe 7, super. Alors, on y va. Donc, présenter le bilan fonctionnel. On va s'aider de l'annexe 7. Donc, bilan fonctionnel en vous aidant. Donc, vous prenez le bilan comptable qui figure en annexe 6. Donc, allez, on va passer... du coup, j'ai perdu une annexe, j'en ai trouvé une autre, j'en ai perdu une. Voilà. Donc, actifs immobilisés brut. Donc, vous reprenez les valeurs. Donc, immobilisation incorporelle. Donc, on aura donc partie emploi stable, ressources stables. Donc, ressources stables au passif et à l'actif, les emplois stables. Donc, on va commencer par l'actif. Immobilisation incorporelle. Donc, vous récupérez montant brut qui figure. Donc, normalement, on est à 80 000 incorporels. Ensuite, vous avez les immobilisations corporelles. Si on les ajoute, on enlève les immobilisations financières, ça fait 531 758. Ensuite, vous mettez les immobilisations financières, toujours dans la colonne brute de l'actif du bilan comptable, 7 384. Vous faites le total, normalement on est bien à 619 142. Donc ça, c'est pour les emplois stables. Ensuite, au passif, ressources stables. Donc on a les capitaux propres. Capitaux propres, vous prenez dans la présentation du passif, ce qui correspond, total 1, 459 601. Ensuite, vous incorporez les amortissements et provisions qui sont considérés comme des ressources. Dans le bilan comptable, on les présente différemment. Dans le bilan fonctionnel, elles constituent une ressource. Ça va permettre de payer moins d'impôts. Alors, amortissements et provisions, vous prenez le total général 1 plus 2, amortissements et provisions, vous récupérez le chiffre de 211 416. Ensuite, dettes financières stables, ce sont les dettes à long terme. Donc, vous allez regarder dans les dettes financières, vous avez 360 035 et vous enlevez les concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque. Ça vous donne normalement 311 786 et ça fait en total pour les ressources stables 982 803. Donc, les ressources stables, normalement, doivent être supérieures aux emplois stables. Ça doit permettre de financer justement l'investissement. Là, on le remarque que c'est le cas. Ensuite, actifs circulants, passifs circulants. Vous récupérez les stocks. Donc, les stocks, vous ajoutez donc les montants des stocks. Vous êtes normalement à 477 704. Créances, on est créances clients toujours dans le brut au 2017, 233 060. Et ça fait donc un total de 710 764. Ensuite, passifs circulants, vous prenez les dettes. Vous récupérez l'ensemble des dettes qui restent. Hein. Ce sont des dettes à court terme. Et on est à 338 285. Donc en total pour l'actif circulant, 710 000, je reprends donc 764. Passif circulant, 338 285. Ensuite, trésorerie active, on va regarder les disponibilités. Donc c'est ce qu'on a sur le compte en banque ou éventuellement en caisse, 2422. Et trésorerie passive, les concours bancaires courants, c'est ce qu'on doit. Donc on est à 11 240. Donc ça nous fait donc un total général. J'ai plus le chiffre en tête. Aïe. J'avais total général. Attendez, je reprends. Normalement, on est à 1 332 328. Normalement, si on ajoute les... Ouais. 1 332 328, donc normalement de chaque côté. Alors, ensuite, donc, on vous disait, donc, présenter le bilan fonctionnel, c'est bon. Calculer le fonds de roulement net global. Donc, pour calculer le fonds de roulement net global, donc, pour le fonds de roulement net global, donc, c'est fonds de roulement net global, ressources stables ou emploi stable. Donc, on reprend ce qu'on a fait. Donc, ressources stables, 982 803, moins les emplois stables, 619 142, et on a un fonds de roulement net global qui est positif.
de 363 661 euros. Donc le fonds de roulement net global doit être supérieur à 0. Ça prouve que l'entreprise est équilibrée. Déjà, le long terme est financé par du long terme. Ensuite, on va voir si le fonds de roulement net global est suffisant pour financer le besoin de l'activité à court terme, le BFR. Donc, actif circulant, ne vous trompez pas, il y en a beaucoup qui font l'erreur. Parce qu'on est droite-gauche au début, ressources stables moins pas stable, mais ensuite c'est actif moins passif, ce n'est pas l'inverse. Donc actif circulant 710 764, moins le passif circulant 338 285, et ça fait donc un BFR de 372 479. Ensuite, pour la trésorerie, donc on fait trésorerie active moins trésorerie passive, 2422 moins 11 240, ça fait moins 8 818. Pour vérifier la trésorerie, vous faites fonds de roulement net global moins BFR et normalement, on trouve moins 8 818. Ensuite, on vous demandait de commenter l'évolution de la situation financière de l'entreprise. Attendez, calculer le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie et la variation de ces trois grandeurs. Donc, on va regarder la variation de ces trois grandeurs. Alors, donc par rapport à 2016. Donc par rapport à 2016, du coup le fonds de roulement net global augmente donc de 30,7%, 30,70% si vous voulez. Le BFR augmente de 32,62% et la trésorerie se détériore fortement, mais il faut relativiser par rapport au montant. On passe de moins 2615 à moins 8818, mais malgré tout, elle se détériore de 337,21%. Donc elle fait plus que tripler. D'accord ? Donc on va justement commenter l'évolution de la situation financière de l'entreprise. Donc les ressources stables augmentent. C'est une bonne chose. C'est notamment dû à la bonne performance de l'entreprise sur tous ses résultats et des dettes financières qui diminuent. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait expliquer justement l'augmentation du FRNG? On a donc des dettes qui diminuent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un résultat qui s'améliore. Et surtout, on a des IMO qui, le matériel de transport passe de 214 445 à 125 000. Ce qui expliquerait qu'il y aurait eu des cessions d'immobilisation. Donc on aurait cédé une partie du matériel de transport. Donc ça pourrait expliquer l'évolution. Le BFR augmente de 24% à peu près. Donc il y a une hausse du besoin en fonds de roulement. Donc qui va se répercuter sur la trésorerie forcément, puisque c'est lié à l'activité. Et la trésorerie devient très négative. Donc il faudrait prendre des mesures en fait pour limiter la hausse du BFR. Donc la solution, on va regarder les stocks. On va regarder les stocks de matières premières, parce que c'est ce qu'ils vous disent dans la dernière question, proposer des solutions pour améliorer la situation. Donc on a un problème du BFR. Le BFR, on peut regarder les stocks, les créances ou éventuellement les dettes. On va commencer par regarder les stocks. Stocks de matières premières et de produits finis. On peut remarquer que les stocks sont très importants. Et ils augmentent en 2017. Donc on passe de 208 000 à 215 000. Les créances clients diminuent. Donc déjà, il faut commencer par limiter la hausse des stocks. Il faut peut-être acheter en plus petite quantité parce que si les stocks coûtent de l'argent, avant qu'on ait vendu, ça représente une immobilisation d'argent disponible. En ce qui concerne les clients, le montant a diminué, mais il est malgré tout très élevé parce qu'on est sur des créances qui passent de 277 830 à 225 000. C'est vraiment un chiffre très important par rapport à l'ensemble. On est quand même sur un... Je regarde le capital, résultat, ouais, c'est quand même très élevé, 200 000 en créances clients. On est sur un total d'1 300 000, plus de 200 000 en créances clients, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. En ce qui concerne le passif circulant, les dettes fournisseurs augmentent. Ouais, les dettes fournisseurs augmentent. On passe de 192 603 à 212 524. Mais les dettes sociales et fiscales diminuent. On a 283 306. On bascule à 125 761.
Il va falloir être vigilant sur l'achat des stocks. Il va falloir éviter justement d'avoir des créances qui sont trop importantes. Surveiller par exemple le règlement des factures par les clients. Éviter par exemple le fait que des clients qui devaient régler au bout de 30 jours règlent au bout de 45-60 jours. Essayez d'être assez vigilant là-dessus et d'éviter d'avoir des produits qui restent trop longtemps en stock, ce qui pourrait être assez embêtant. Donc voilà des solutions qui pourraient éventuellement améliorer la situation. Donc ça, c'est pour les 3 dossiers. En ce qui concerne la deuxième partie, je vais vous donner des grandes lignes. On vous dit en 1 à 2 pages, à partir de vos connaissances et en vous appuyant sur diverses solutions de gestion, dont celles présentées dans la première partie, répondre de façon cohérente et argumentée à la question suivante. Le prix de vente d'un produit est-il toujours établi en fonction de son coût de revient? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette épreuve, on n'attend pas forcément une structure. Quoi qu'il en soit, il faut malgré tout que ça soit argumenté. Il faut que vous ayez des arguments, des exemples, utilisés soit de vos connaissances personnelles ou alors utilisés à partir des données qui vous ont été fournies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de vente d'un produit dépend bien entendu du coût. Il faut que l'entreprise soit compétitive, mais le coût n'est pas le seul élément. Et ça dépend aussi de la demande. Il faut que la demande soit prête à accepter ce prix-là, donc en ce qui concerne la marge. Et enfin, donc vous pourriez axer éventuellement sur coût, demande et aussi concurrence. C'est-à-dire qu'il faut que les produits soient compétitifs par rapport aux concurrents. Donc c'est bien aussi d'avoir réduit son coût, mais si le concurrent vend des produits qui sont 2 fois moins chers, ça peut être embêtant. Alors en exemple que vous pouvez utiliser à partir des éléments du sujet, vous avez le positionnement du sac, le fait que le sac, après avoir calculé son coût de revient et la marge que souhaite dégager l'entreprise, on soit sur un prix qui est quand même plus élevé que le sac à dos du concurrent le plus cher, c'est assez embêtant. Donc ça prouve bien que le coût de revient n'est pas le seul élément à prendre en compte. Le plus important, c'est d'avoir des arguments et des exemples qui peuvent être assez variés. Il faut essayer de piocher à la fois dans le sujet, ça montre que vous avez bien compris ces éléments-là dans le sujet, et surtout de piocher à partir de vos connaissances. Vous pouvez utiliser différents exemples. Ça peut être par exemple dans l'hôtellerie. Vous voyez bien que dans l'hôtellerie, effectivement, quand vous allez dans un hôtel 5 étoiles, les chambres sont proposées à un prix élevé, mais il faut savoir qu'on a tout un tas de services qui sont proposés dans les hôtels haut de gamme qui ont un certain coût. Donc il faut pouvoir les assumer. Donc l'entreprise va aussi essayer d'abord de chercher la rentabilité, de couvrir ses coûts et ensuite de dégager une marge. Donc après, le montant de marge qui va être dégagé, 30%, 25%, dans le cas de l'entreprise, c'était 30%. Pour le sac qu'elle va vouloir vendre, il va falloir qu'elle baisse sa marge ou alors qu'elle réduise ses coûts. Donc ce sont différents éléments que vous pouvez solliciter et je vous encourage à le faire dans le cadre de vos développements. Je résume pour la deuxième partie, vraiment coût de revient, demande, ce que les clients sont prêts à dépenser et la concurrence parce que le problème des méthodes qui sont trop axées sur le calcul de coûts, c'est qu'on ne prend pas forcément en compte les concurrents qui peuvent proposer par exemple un produit qui est 2 fois moins cher. Voilà pour cette deuxième partie, les grands axes que vous pouvez éventuellement proposer. Après, encore une fois, d'un élève à l'autre, ça change et vous êtes évalué sur la qualité des arguments, des exemples qui sont retenus et sur votre capacité à organiser un certain nombre d'éléments. J'attends les questions. Impatiemment, je pense que vous en avez beaucoup. Je vais peut-être reprendre tous mes éléments de sujet, ça sera peut-être plus simple. Je ne suis pas parti, je vous rassure. Je ne me cache pas. Là, ils sont en avis total, là. Ils sont là genre, hey, trop doué votre prof. Ah, c'est cool, c'est gentil. Je leur disais justement, genre ouais, là il est en impro, là il est en train de... C'est ça, c'est ça. Il commence à dire un peu et là ils sont sur le cul tout ça. Ils sont là genre, ah ok d'accord, ouais, non, solide. Alors, Et il a fallu s'organiser assez vite. alors est-ce qu'on peut avoir le barème? Bah non. Non, parce que les barèmes, si vous voulez, c'est à disposition des commissions de correction. Soit vous l'avez sur le sujet, soit il est disponible. Il faut savoir que normalement, on doit être sur ce que vous avez dû travailler en bac blanc. C'est-à-dire qu'on doit avoir un total normalement sur 100 et vous devez avoir 60-40 ou 70-30. Je n'ai plus le détail en tête, mais normalement, c'est sur des choses assez similaires. Si vous voulez avoir des informations sur le barème, regardez un peu ce qui se faisait par rapport à des sujets précédents. On est normalement dans les mêmes ordres de grandeur. Si on a parlé de la RATP avec service quasi gratuit, production supérieure à la vente, je sais pas pour quel sujet, mais c'est... Oui, je pense que c'est pour le développement de la deuxième partie. Le problème, c'est que la RATP, on est vraiment au niveau de la production d'un service public.
C'est pas évident parce que la RATP est un EPIC, c'est-à-dire que c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc on est sur une entreprise publique qui se positionne sur le marché. Ce n'est pas l'exemple qui vous positionne le mieux sur des… Après, tout dépend comment vous l'avez avancé. Alors effectivement, c'est assez intéressant parce que ça montre que pour justement cette notion de transport, l'élément coût est certes à prendre en compte, mais il y a aussi la volonté de fournir un service qui soit accessible pour respecter justement l'un des principes du service public. C'est intéressant, mais attention parce que vous pouvez vraiment vous mettre en position un peu délicate là-dessus. Moi, je vous dis, faites simple, entreprise, c'est plus simple. Entreprise privée, démarche lucrative. Après, les exemples peuvent être variés. Ça peut être de la téléphonie. Vous le voyez par exemple avec les positionnements en téléphone. Vous avez de la téléphonie mobile, des marques comme Samsung et par exemple Apple qui sont sur du positionnement haut de gamme. Et vous avez des marques comme Huawei par exemple, même si Huawei maintenant propose des téléphones à des prix assez avantageux. Mais Wiko, vous en avez peut-être certainement eu. Les téléphones Wiko, effectivement, pour qu'ils soient proposés à ce prix-là, il faut que les coûts soient réduits. Donc après, Apple a un peu plus de marge de manœuvre. Bon, même si Apple Apple quand même dégage une marge qui est très confortable sur la vente d'iPhone. Donc il ne faut pas trop se faire de soucis pour eux. On a Menox qui nous dit hey, salut DigiSchool, si dans le bilan il n'y a qu'une seule erreur, est-ce que tout le reste compte faux? Non, la démarche compte. La démarche compte, c'est-à-dire que quelle est l'erreur exactement? C'est quoi? C'est une erreur sur le montant d'une immobilisation ou c'est une erreur au niveau du total? Après, vous êtes quand même noté sur certains éléments. Donc si vous faites une faute, vous serez désavantagé, mais vous n'aurez pas zéro parce que votre bilan n'est pas complètement juste, quoi. Il ne faut pas se… Team Rocket qui nous demande pour la question de gestion, est-ce que l'image de marque ça marche comme argument? Le prix de vente est toujours établi en fonction du coût de revient. L'image de marque permet de participer justement à l'établissement du prix de vente. Et ça va permettre… L'image de marque va permettre, si vous voulez, à un produit d'être perçu différemment par le client. Plus l'image de marque est forte et évaluée de manière très positive par le client, et plus il y a la possibilité d'aller sur un prix de vente très élevé. Encore une fois, là, on n'a pas forcément énormément d'éléments, mais par exemple, on peut avoir un concurrent qui propose un sac à 200 €, mais si notre sac est perçu de manière bien plus positive par les clients, le prix peut se justifier. C'est pour ça que oui, effectivement, ça peut y participer, mais ça serait plus sur l'élément justement lié à la demande, voilà, la perception de la valeur par le client. Ronan, fallait-il vraiment parler que du cas qu'on a étudié pendant toute l'épreuve, ou alors on pouvait parler des méthodes de calcul, des coûts de revient et des objectifs de fixer les bons prix? Je ne sais pas si c'est très bien formulé. Ouais, c'est un… Un peu léger, ouais. C'est hyper formulé. C'est possible, ouais. Est-ce que vous avez trouvé le sujet difficile par rapport aux années précédentes? Par rapport aux années précédentes, après, je pense… il y avait des éléments qui étaient un peu plus difficiles que d'autres. C'est vrai que ça peut parfois déstabiliser de tomber sur la dépréciation. Je sais que ce n'est pas forcément toujours un thème qui est apprécié par les élèves, mais c'est vrai que c'est un peu plus complexe que… Je vous l'accorde, c'est par rapport au sujet de Pondichéry. Le sujet de Pondichéry de cette année, par exemple, est un peu plus facile. On avait une écriture d'enregistrement d'immobilisation, de l'amortissement, et c'est vrai que l'amortissement est un peu mieux réussi. Après, tout dépend. C'est vrai que ce sujet-là était assez complet, assez, on va dire, pour moi, c'était d'un très bon niveau, je pense, niveau intermédiaire, voire plus. Ouais. Est-ce que c'était utile de parler du SIG et du PIG dans la deuxième partie, nous demande Sonia? Pourquoi pas? Pourquoi pas, à partir du moment où c'est argumenté? Parce que ça va permettre justement d'établir la marge et de voir justement ce qui permet de concourir au coût. Pourquoi pas? Après, tout dépend. Moi, je n'ai pas tous les éléments non plus qui vont être attendus par la commission de correction par rapport à cette question-là. Et ça va dépendre de la manière dont c'est présenté, dont c'est rédigé. C'est pas… oui, c'est possible. Écoute, je pense qu'on est bon. Après, c'est des questions de calcul, de trucs un peu… Pour les taux d'évolution du bilan fonctionnel, est-ce que si on a fait l'évolution en valeur, c'est grave ou non? Non, il faut quand même présenter l'évolution. Après, c'est quand même mieux de la présenter en valeur et en pourcentage. Mais après, si c'est une évolution en valeur… Moi, je conseille quand même de faire les deux et par défaut, si vous n'avez pas l'évolution, présentez-la quand même en pourcentage. C'est quand même… parce qu'on vous dit l'évolution. Donc, c'est induit quand même que c'est un taux d'évolution. Donc, c'est mieux de le présenter en valeur, en pourcentage, excusez-moi. Le live se termine. Merci beaucoup d'avoir suivi donc, cette correction du bac 2018 en gestion et finance. Je vous souhaite bon courage pour la suite des épreuves. À bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à consulter les corrigés
qui sont disponibles sur le site. À très bientôt, bon courage pour la suite.